Alors, bonjour à tout le monde. Franchement, d'abord, avant tout, merci à Eleonora et l'équipe du Labo de partenariat du CEPPP de nous accueillir dans cette série Savoir. Ma collègue et moi, on est bien heureuses d'être là et de faire la présentation qui est intitulée comme suit, le Centre d'apprentissage santé et rétablissement, le CASR, le savoir expérientiel et le partenariat au cœur d'un modèle innovant d'éducation à la santé mentale, au rétablissement et au mieux-être. Alors, je passe immédiatement la parole à ma... Ah non, on va se présenter avant. Je fais Oui, trop. tu vas trop Alors, vite. vas-y Agnès, présente-toi. Bonjour tout le monde. Je ne vous vois pas tous du moment que j'ai partagé mon écran, mais si vous avez des questions, donc mettez dans la zone de conversation où on y répondra plus tard à la fin de la conversation, de la présentation, pardon. Donc, je suis Agnès Mottier, je suis la coordonnatrice des activités du CASR, donc le Centre d'apprentissage santé et rétablissement. Ça fait 2 ans que je suis à ce poste-là et donc je suis chargée de coordonner toutes nos activités, que ce soit de formation, de suivi de nos formateurs, de nos partenaires, parce que le centre d'apprentissage santé et rétablissement, c'est une quinzaine de partenaires qui est investi avec nous. Donc voilà, puis plein d'autres activités opérationnelles quotidiennes qui sont liées au centre d'apprentissage. On est un modèle récent en pleine expansion, donc on manque pas de travail pour vous dire. Voilà, je laisse la parole à Mireille se présenter et Oui, merci on Agnès. commencera cette présentation après ça. Alors, c'est ça, moi, c'est Mireille Bédard. Moi, je suis liée à ce projet-là depuis les tout débuts, en 2016. J'ai eu la chance même d'aller en Angleterre avec Catherine Briand, qui est une des deux fondatrices là, de ce projet, avec Myra Piat. Et je suis formatrice certifiée au CASR et je fais également du soutien à différentes activités. Et parallèlement aussi, je collabore avec le Centre d'études de réadaptation, rétablissement et insertion sociale, le CERIS, qui est relié, lui, au Centre de recherche de l'Institut universitaire santé mentale de Montréal. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai commencé ma collaboration avec Catherine Briand et par la suite avec le CASR. Donc, on va commencer tranquillement. Alors, Agnès, je te laisse. Donc voilà, pour vous faire un petit plan de la présentation, donc on va vous parler des origines du modèle Recovery College, dont s'est inspiré le Centre d'apprentissage santé et rétablissement. On va vous parler des différents principes, mécanismes d'action et retombées au centre d'apprentissage, mais aussi de notre offre de formation, de quelques données de satisfaction et des résultats de la recherche, parce que comme le mentionnait Mireille, on est suivi par une équipe qui s'appelle le CERIS, qui est une équipe de recherche, et eux-mêmes sont chargés d'évaluer les retombées sur nos apprenants, les retombées du modèle sur nos apprenants, pour être plus spécifique. Et à la fin de notre présentation, nous aurons une période de questions, puis il nous fera plaisir de vous répondre. Donc, c'est parti. Donc, en fait, le modèle Recovery College est né en Angleterre en 2007 en réponse à une insatisfaction envers les services de santé mentale axés uniquement sur la maladie, la gestion des symptômes et les incapacités qui y sont associées. Et on va placer un Recovery College au sein de la collectivité. C'est un modèle qui offre des formations à toute personne vivant ou non avec des enjeux de santé mentale, des enjeux en matière de bien-être et de mieux vivre ensemble, mais aussi de reprise de pouvoir d'agir et de rétablissement. Et aujourd'hui, ce modèle est implanté dans 5 continents et dans plus de 22 pays, pour en nommer quelques-uns: l'Australie, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, Norvège, Ouganda et bien entendu Canada. Ce ne sont donc pas les seuls, mais on voit qu'avec la pandémie, il y a comme un phénomène exponentiel à ce nouveau modèle. À ce jour, par exemple, au Canada, il y a plus de 16 Recovery Colleges qui se sont implantés d'un bout à l'autre du pays. Donc, qu'est-ce que le Centre d'apprentissage santé et rétablissement? Le centre, on nomme CASR, le Centre d'apprentissage santé et rétablissement, est une version québécoise du Recovery College et il a une portée qui est d'un niveau provincial. Et comme je le mentionnais, c'est
centre qui va impliquer différents partenaires. Ça peut être des partenaires issus de milieux hospitaliers, ça peut être des partenaires issus d'universités et de cégep. Pour les gens qui sont en France, le cégep, c'est comme du post-secondaire, je dirais, et des milieux qui sont communautaires. Tous ces partenaires impliqués dans le centre d'apprentissage sont répartis à travers toute la province du Québec. Donc, qu'est-ce que c'est que le centre d'apprentissage? C'est une nouvelle façon de promouvoir, de prévenir et d'intervenir en matière de santé mentale et bien-être en offrant des formations gratuites ouvertes à tous. En bref, donc, le CSR est basé sur le modèle Recovery College, donc le modèle initial fondé en Angleterre. Nous sommes au Québec le premier et unique Recovery College francophone, donc au Canada et pour l'Amérique du Nord. Donc, comme je le mentionnais, nous, on va offrir des formations basées sur la santé mentale pour tous les Québécois, mais aussi pour tous les francophones qui se trouveraient dans d'autres provinces, voire en France. On a plusieurs apprenants qui s'inscrivent à nos formations qui sont en Europe. Qu'est-ce que c'est? C'est un espace de co-apprentissage et de co-construction qui se veut inclusif, ouvert à tous et surtout gratuit, parce que l'objectif, c'est de parler, de démocratiser la santé mentale. Je vais rentrer un peu plus dans les détails du centre d'apprentissage. Comment est-ce qu'il est gouverné et géré? Donc, au centre d'apprentissage, on parle beaucoup de co-construction, de co-développement. On va aussi parler de co-gouvernance. Depuis peu, on a un comité directeur qui est composé de 3 partenaires les plus importants, qui sont le CIUS de l'Est de l'île de Montréal, le service de la formation continue et de la formation hors campus de l'UQTR et le centre d'études sur la réadaptation, le rétablissement et l'insertion sociale qu'on a déjà nommé, qui est le CERIS. On a 2 fondations qui nous soutiennent financièrement. C'est la fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et la fondation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et après, reste à ça une dizaine de partenaires, comme je le mentionnais plus tôt, qui sont issus donc, des milieux hospitaliers, qui sont chez nous au Québec, les CIUS, des milieux communautaires et aussi donc, des milieux universitaires et des cégeps. Voilà, je laisse la parole à ma collègue Mireille pour vous en dire un peu plus. Merci Agnès. Alors, comme le disait le plan de la présentation, ben là, on va aborder un peu plus vraiment le modèle Recovery, comment il fonctionne. Alors, c'est quoi ces principes fondamentaux, en fait, ces ingrédients essentiels, dis-je, pour justement réussir cette recette? Alors, il y a 8 principes fondamentaux qui sont les suivants: l'éducation, la coproduction et le coapprentissage, le contact direct et la mixité des apprenants, l'intégration dans la communauté, l'inclusion sociale, l'apprenant et son processus d'apprentissage, les forces et les ressources des apprenants, et enfin l'égalité des savoirs et la reconnaissance du savoir expérientiel. Donc, on va les aborder un après l'autre et décrire très brièvement. Donc, pour commencer, alors, pour l'éducation, le modèle Recovery est basé sur des principes éducatifs plutôt que sur une approche thérapeutique. On n'est pas du tout, dis-je, dans l'approche thérapeutique. C'est vraiment éducatif. Alors, les formations qui sont offertes abordent des thèmes liés à la santé mentale, au bien-être, au rétablissement évidemment et au mieux-être, vivre ensemble. Puis chaque formation est développée selon des principes, comme on disait, éducatifs, mais actifs, qui favorisent l'engagement et la participation de tous. Alors, les activités pédagogiques qu'on offre permettent aux apprenants de partager leurs expertises et expériences et d'acquérir de nouvelles connaissances ainsi que de nouveaux outils. Pour le deuxième principe, alors, c'est la coproduction et le coapprentissage. L'approche met de l'avant la coproduction, ça, à toutes les étapes de la mise en œuvre du modèle. Alors, que ce soit la co-gouvernance, un copartenariat, comme vous l'avez vu avec
avec Agnès, la co-construction des formations, la co-animation des formations par une diade de formateurs détenant des types de savoirs complémentaires, le co-apprentissage et le partage des savoirs, la coproduction de savoirs intégrés, alors que c'est jumelle les différents types de savoirs et expériences que les apprenants ont. Alors, le troisième principe, c'est le contact direct et la mixité des apprenants. Alors, basé sur la mixité et la diversité des apprenants, les formations sont composées d'environ 15-20 personnes, au maximum 20, parce qu'on veut rester quand même dans une approche plus convivial et plus intime, entre guillemets. Alors, puis les apprenants, ils proviennent de différents horizons. Alors, on le verra plus tard, mais tous les participants aux formations, en fait, sont appelés des apprenants, pas des étudiants, ni des patients encore moins, pas du tout. Alors, c'est vraiment des apprenants parce on est tous placés sur un pied d'égalité dans cette approche-là, peu importe nos types de savoir, d'expertise et d'expérience. Puis ça, c'est vraiment autant les apprenants que les formateurs. Le quatrième, c'est l'intégration dans la communauté. Alors, les formations, comme on le dit, sont offertes au sein de la collectivité et hors des lieux directement liés au système de santé. Alors, c'est vraiment ça très important parce qu'on ne veut pas que justement tout ce qui est patient, tout ce qui est rattaché au système de santé, on veut aller hors de ça, alors dans la communauté, dans la collectivité. Alors, ça peut se faire dans des établissements scolaires, ce qu'on fait nous beaucoup, dans des bibliothèques, centres communautaires, tout lieu dans la communauté. Et avant la pandémie, les formations étaient offertes en présentiel, c'est ce qu'on avait prévu et c'est ce qui se faisait partout dans le monde en général. Et avec la pandémie, comme bien des entreprises, des organismes, on est basculé vers en ligne, ce qu'on fait depuis maintenant 2020 et ça se passe très bien d'ailleurs. On aura Agnès nous donnera des résultats. Alors, idéalement, ça serait d'offrir dans les deux modes, mais nous, depuis 2020, on l'offre uniquement en ligne. On les offre en ligne, les formations. La cinquième, c'est l'inclusion sociale. Alors, chaque apprenant est accueilli au centre d'apprentissage en toute égalité et respect de ses différences. Très important. Toute personne, qu'elle détienne un savoir expérientiel, théorique, pratique, elle est incluse, elle est partie prenante des décisions, et ce, de la gouvernance jusqu'à la conception, l'animation, la participation aux formations. Alors, des valeurs d'inclusion, de bienveillance, de générosité, de confiance mutuelle sont mises de l'avant. Les formations sont, comme on le dit, déjà gratuites, ouvertes à tous. Ça, c'est pour permettre à qui que ce soit qui est intéressé par la santé mentale de venir suivre nos formations. C'est très important, ce côté démocratique. La sixième, c'est l'apprenant et son processus d'apprentissage. Donc, le modèle est basé sur le processus d'apprentissage personnel selon les besoins spécifiques de chaque personne. Alors, chaque apprenant choisit lui-même ses formations, il fixe ses buts personnels, ses objectifs d'apprentissage. Donc, il n'y a pas de cursus obligatoire comme à l'université ou ailleurs dans des établissements. Nous, vraiment, on laisse la personne définir ou convenir de son cursus d'apprentissage. Le septième, les forces et les ressources des apprenants. Donc, le message véhiculé par le modèle, il est porteur d'espoir et de reprise du pouvoir d'agir. Il est orienté aussi vers les forces, les ressources et l'autodétermination des apprenants, ainsi que le développement de compétences individuelles et collectives. Donc, tout ça, c'est orienté vers la valorisation de solutions dans les milieux de vie et non dans le réseau de la santé. Et la dernière, mais non la moindre, l'égalité des savoirs et la reconnaissance du savoir expérientiel. Alors, le modèle est basé sur la reconnaissance de l'égalité des savoirs, je l'ai mentionné, mais particulièrement sur la valeur de la contribution du savoir expérientiel. C'est peut-être une des choses qui se démarque dans ce modèle, je pense. Aussi, chaque personne est considérée, on le dit, égale aux autres, donc tous contribuent par leur savoir, leurs expertises, leurs expériences à la construction d'un savoir collectif. Alors, il s'agit de rapports sociaux égalitaires. C'est différent des rapports plus hiérarchiques et parfois inégalitaires qui sont rencontrés, entre autres, dans le système de santé ou dans d'autres types de systèmes d'éducation. Voilà. Donc, je passe la parole à Agnès pour poursuivre avec les mécanismes.
Je ferai un petit rebondissement sur ce que tu as dit, juste un petit résumé pour bien comprendre. En fait, nous, notre objectif, j'aime bien dire qu'on offre des formations pas comme les autres, Ouais. parce que c'est très participatif, c'est très inclusif, comme on l'a dit, mais surtout qu'on va placer le savoir expérientiel au cœur de l'apprentissage. Donc, en fait, il y a comme ce mélange entre savoir théorique, savoir clinique, savoir expérientiel, puis celui-là, le savoir expérientiel, est celui qui est placé au cœur de l'apprentissage. Et c'est pour ça qu'on est très vigilant pour ne pas tomber dans le thérapeutique, parce que ça se peut qu'il y ait du dévoilement de certaines expériences de vie, mais ce n'est pas de la thérapie. Puis ça, c'est très important de bien le comprendre, en fait. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça. Oui, c'est important. Puis c'est ni un groupe de soutien tant qu'avec. Exactement, ce n'est pas un groupe de soutien non plus, mais ça, tout en sachant qu'on partage des expériences de vie. Qu'est-ce que cette expérience-là m'a apporté, puis que je pourrais apporter à d'autres, en fait, peut-être pour l'aider dans son processus de rétablissement, à titre d'exemple. Donc voilà, je vais vous aborder un petit peu plus en détail les mécanismes d'action. Donc, comment est-ce que ça marche? Donc, il y en a 4 de mécanismes d'action au centre d'apprentissage. Donc, comme on l'a déjà nommé, c'est un espace qu'on veut d'interaction et de parole, un espace d'égalité et d'hybridation des savoirs, un espace d'apprentissage collectif et de création de savoirs intégrés, mais surtout un espace égalitaire de partage des pouvoirs. Ça, c'est bien important parce qu'il y a des gens qui vont arriver, par exemple, on va penser à un clinicien avec un grand savoir peut-être clinique et qui aura tendance à se poser peut-être en expert. Eh bien non, dans nos formations, ce qu'on veut, c'est pas qu'ils se positionnent en expert, on veut que ces personnes, justement, au contraire, apportent son point de vue, ses connaissances cliniques pour compléter le savoir théorique et compléter le savoir expérientiel. C'est ça ce qu'on entend comme espace égalitaire de partage des pouvoirs. Je vais les aborder les uns après les autres pour vous donner un petit peu plus de détails. Donc, le premier, c'est un espace d'égalité et d'hybridation des savoirs. Donc, ça se réfère au fait qu'il s'agit d'un espace... sauté une, excuse-moi, Agnès, interaction et de parole, je pense. Ah, oui. Pardon. Je reviens en arrière. J'ai sauté le premier, espace d'interaction et de parole. Ah oui, pardon, je suis allée trop vite. J'essaie de revenir en arrière. Tous. Voilà. Donc, en fait, je parle de l'espace, excusez-moi, espace d'interaction et de parole, qui est le premier mécanisme d'action qui se réfère au fait qu'il s'agit d'un espace d'interaction sociale et de parole où on veut que la voix de tous soit écoutée et placée sur le même pied d'égalité. Donc, en fait, la participation aux formations va offrir une opportunité aux apprenants d'interagir dans un climat qu'on veut de respect et de confiance mutuelle avec des personnes qui sont issues de milieux différents, puisqu'on va avoir autant, comme je le mentionnais, des cliniciens, il peut y avoir des étudiants, il peut y avoir des pères aidants, il peut y avoir des patients, il peut y avoir monsieur et madame, tout le monde qui participe à nos formations. Puis au sein de cet espace, chacun va pouvoir prendre la parole, s'affirmer, mettre de l'avant ses expériences, mais aussi ses expertises, ainsi que ses forces et ses éventuelles ressources. Donc, c'est un lieu d'inclusion et d'égalité qui va contribuer à soutenir l'autodétermination de chaque apprenant dans une perspective donc d'émancipation et de reprise du pouvoir d'agir. Cet espace contribue ainsi à tisser des nouveaux liens sociaux, mais aussi à augmenter le sentiment de connexion entre les divers apprenants et à briser l'isolement. Le deuxième mécanisme, c'est l'espace d'égalité et d'hybridation des savoirs. Donc, ça réfère au fait qu'au sein des formations, tous nos apprenants proviennent de différents horizons, ont des savoirs et des connaissances différentes. Et dans notre espace de partage, on va croiser ces différents savoirs. Ainsi, leur expérience, qu'elle soit personnelle ou professionnelles, mais aussi les expertises vont être toutes reconnues à part égale. On va les valoriser, on va les partager dans un processus de collaboration qu'on veut étroite. Et dans ce qu'on appelle, nous, on va essayer de mettre en place un co-apprentissage entre tous nos apprenants. Donc, la richesse des savoirs sont souvent issus de l'expérience de vie de chacun de nos apprenants et cet espace qu'on va créer va favoriser en fait le dévoilement
de ses expériences personnelles propres à chacun, en fait. Et puis, qu'est-ce qu'on va amener dans nos formations? On va amener en contrepartie la présentation d'un contenu théorique dans le but toujours de stimuler la réflexion, d'amener un enrichissement des savoirs justement par le partage de toutes ces expertises, de toutes ces expériences, qu'elles soient cliniques, théoriques ou expérientielles. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que le centre d'apprentissage santé et rétablissement, c'est un espace où on va croiser différents savoirs, donc le savoir clinique, théorique et expérientiel. Le troisième processus, donc c'est un espace d'apprentissage collectif et de création de savoirs intégrés. Donc ça va référer aux apprentissages qui sont réalisés et au processus qui va permettre la création de savoirs intégrés. Donc, ici, dans ce processus, les savoirs sont issus, comme je le mentionnais, de l'expérience de vie, mais aussi donc, de l'expérience professionnelle, mais aussi des connaissances théoriques et scientifiques qui vont être considérées à elles toutes ces expériences comme complémentaires et vont contribuer à l'apprentissage et à la création d'un savoir collectif. Et ainsi, chaque apprenant va contribuer à sa manière à enrichir la compréhension du thème de la formation. Et en fait, donc, les apprenants vont témoigner, ça peut être son expérience de vie, ça peut être sa théorie, en fait, la conception théorique qu'on peut amener, ça peut être leur expérience pratique, et on va co-construire ensemble une nouvelle compréhension des choses qui va être plus unifiée et qui va considérer les réalités et les besoins de toutes. Et j'aime bien dire, vous pouvez suivre plusieurs fois la même formation, comme c'est à chaque fois des participants et des apprenants différents, à chaque fois il va y avoir des savoirs différents qui vont être apportés. Donc une même formation donnée à différents moments, ne sera pas forcément, le résultat de la formation ne sera pas forcément le même parce que c'est chaque personne qui va amener son propre savoir, puis chacun va apprendre des uns des autres. Donc, on appelle ça un apprentissage transformateur, en fait, puis ça va intégrer 3 dimensions qui sont essentielles. En fait, on va avoir la dimension cognitive qui va stimuler, donc on va essayer de stimuler tout ce qui est la réflexion et l'intelligence. On va avoir une dimension émotive, parce qu'avec, selon les expériences qui seront exprimées, ça va aller toucher les sens et toucher les émotions. Et puis, on va avoir aussi une dimension sociale, parce que ça va nous permettre de soutenir des discussions et des échanges. Il me reste un mécanisme à vous présenter qui est l'espace de partage des pouvoirs. Donc, cet espace, ce mécanisme-là, en fait, réfère à l'expérimentation de rapports sociaux égalitaires et au partage de pouvoirs entre les apprenants. Donc, en fait, nos formateurs vont, dès le départ, mettre en place un climat d'apprentissage, en fait, bienveillant. Ils vont créer un espace de partage, on l'a déjà mentionné, donc qui se veut inclusif, sécuritaire, libre de jugement, égalitaire. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que notre bassin de formateurs, en fait, chacun de nos formateurs provient d'un horizon ou d'horizons différents. Et nos formations sont toujours données par 2 formateurs, ce qu'on appelle une dyade de formateurs. Puis à eux deux, ils ont des savoirs complémentaires. Ils détiennent les 3 savoirs qu'on va rechercher, c'est-à-dire le savoir théorique, le savoir clinique et le savoir expérientiel. C'est tous ces principes-là, en fait, qui représentent l'égalité puis qui vont nous servir de modèle, en fait. Donc, nos formateurs, ils vont contribuer, en fait, à développer le contenu de la formation. Ils vont le co-animer de manière équitable, c'est-à-dire que dans la manière où ils construisent leur formation, les différents savoirs, en fait, sont répartis équitablement. Et puis, ils vont, au sein de la formation, au moment qu'ils donnent la formation, occuper une place, en fait, de co-facilitateur des échanges entre les apprenants, autant que ça soit dans le temps de partage des expériences ou de leur expertise. Et en fait, le modèle veut que tout soit mis en place pour valoriser l'apport complémentaire de chaque apprenant et des formateurs. Et de nouveau, on va aller rechercher un partage équitable des pouvoirs dans des relations qu'on va vouloir chaleureuses, respectueuses, égalitaires, etc. Ce qui va pouvoir nous amener à un apprentissage transformateur qui est le but recherché.
Je laisse la parole à ma collègue Mireille pour la suite. Merci Agnès. Il y a justement quelqu'un dans la zone de discussion qui posait la question quels sont les impacts là, de ce modèle ou de cette approche. Alors, comme je disais, nous, on va parler de retombées. Alors, les retombées qu'on voit ici, elles sont issues, ces 2 prochaines diapos, c'est sur différents groupes qu'on va voir sur les retombées des impacts de ce modèle-là. Et aussi, elles proviennent de plusieurs études qui sont au bas de l'écran de la diapositive, dont une étude de notre équipe de recherche. Alors, ici, on a 2 groupes différents. Il y a les retombées sur les apprenants, alors ceux qui suivent les formations. Alors, ceux-là, on dit, selon les études, qu'ils acquièrent de meilleures connaissances en santé mentale, rétablissement et sur eux-mêmes aussi, hein, parce qu'il y a quand même la dimension de connaissance de soi. Qu'ils acquièrent aussi une meilleure capacité à prendre soin de leur propre santé mentale. Meilleure capacité d'autorégulation et d'autogestion. Ce sont des concepts aussi qui sont là, qui font partie du modèle. Ça améliore donc l'autodétermination, le pouvoir d'agir et la capacité de faire des choix pour soi-même qui font partie de l'autodétermination. Et ça peut diminuer l'anxiété et améliorer le bien-être psychologique pour certains apprenants. Et enfin, ça, on a parlé plus tôt, ça augmente la connexion avec autrui et la socialisation dans un environnement bienveillant. Donc, on parle de connexion tout à l'heure. C'est exactement, on le voit que les retombées, donc, le modèle, on voit des concepts et des éléments qu'on a nommés qui sont là dans les retombées. Pour ce qui est des formateurs, donc ceux qui donnent les formations, que ce soit des formateurs avec un savoir clinique, expérientiel, théorique, chercheur. Alors, pour eux, les retombées, c'est une amélioration du bien-être psychologique. Donc, même pour les formateurs, ça a cet impact-là. Un sentiment d'utilité et particulièrement les gens qui ont un savoir expérientiel, ça peut être très valorisant. Moi, j'ai été témoin de ça et moi-même, j'ai un savoir expérientiel. On a ce sentiment-là d'être utile, que ce qu'on a, notre savoir, il est utile à d'autres personnes. Ça soutient aussi la croissance personnelle et professionnelle des formateurs, notamment par le développement de compétences liées à l'emploi. Donc, si des gens n'étaient pas encore trop intégrés, alors ça aussi, ça soutient ça pour certains formateurs. Bonification de leurs réseaux sociaux, puis la pratique professionnelle plus humaniste et centrée sur la personne. Alors, les autres retombées, elles vont concerner plutôt les systèmes de santé, ce qui est important, et la société en général. Pour les systèmes de santé, on voit une diminution de l'utilisation des services de santé par les apprenants en rétablissement. Par exemple, un taux d'occupation de lits qui a diminué, il y a moins d'admissions, le principe des portes tournantes aussi, il y a des gens qui vont moins souvent retournent dans les services. Ça, c'est grâce au développement, entre autres, d'habiletés d'autodétermination, c'est aussi difficile à dire qu'à faire, et d'autogestion. Et ça augmente l'utilisation de pratiques axées vers le rétablissement par les apprenants intervenants de la santé. Parce que c'est certain qu'on en parle depuis un bon moment du rétablissement dans les services, des services donc orientés vers axés sur le rétablissement. Ça, c'est en théorie, mais ceux qui sont ici peut-être présents, qui sont intervenants, on le sait qu'en pratique, c'est une autre paire de manches. Des fois, on n'a pas les outils qu'il faut, on n'a pas le soutien qu'il faut. Alors donc, cette pratique axée vers le rétablissement, nous, on espère que les intervenants qui viennent suivre les formations, ça va les inspirer et les soutenir, puis que même des gestionnaires qui viennent, nous, on a toutes sortes de gens, alors on espère que aussi ça va les inspirer. Pour la société en général, alors les retombées, c'est une réduction des préjugés envers les personnes avec des enjeux de santé mentale. Alors, contrer la stigmatisation, on le sait quand c'est en contact direct, quand il y a des gens qui font partie de groupes d'apprenants et qui sont concernés par un enjeu de santé mentale, on voit tout de suite qu'il y a un impact sur les gens qui sont dans le groupe. Alors, et c'est très touchant et même très humanisant, en tout cas, comme expérience. C'est rare que des intervenants et des gens qui sont concernés par la thématique, directement par le problème de santé mentale, sont dans un même groupe d'apprenants. Donc, ça, c'est vraiment une façon de contrer la stigmatisation. C'est aussi une façon de favoriser l'inclusion sociale, donc ça rejoint ça. Ça cultive les partenariats intersectoriels, comme on l'a montré dans notre modèle, quand Agnès parlait de la multigouvernance, et ça outille les sociétés en matière de santé mentale. Donc, on fait de l'éducation, encore une fois, auprès de la société. Voilà. Alors, je laisse Agnès continuer.
Là, je vais vous parler un petit peu de notre offre de formation, quelques résultats de satisfaction de la part de nos apprenants, puis les résultats de la recherche donc, qui sont menés par le CERIS. Donc, si j'arrive à passer à l'autre slide, voilà. On a actuellement à peu près 30 formateurs. Certains sont déjà certifiés, d'autres sont en voie de l'être. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, ils sont issus de divers horizons. Hein. On peut avoir des professeurs, des chercheurs, comme on peut avoir des cliniciens ou monsieur et madame tout le monde. On a aussi des personnes qui sont en rétablissement, qui sont devenus formateurs pour le centre d'apprentissage. On a développé une grande expertise en fait avec nos formateurs parce que nous avons développé avec l'aide de plusieurs de nos partenaires la formation des formateurs qui on essaye d'avoir une cohorte de formation des formateurs par année parce que qu'est-ce que ça nous permet d'avoir de former des formateurs? Ben, ça va nous permettre d'étoffer notre catalogue de formation. En fait, on a déjà plusieurs thématiques, comme vous pouvez le constater à l'écran. On a des thématiques liées au bien-être, à la santé mentale, thématiques liées aux troubles mentaux, des thématiques liées au rétablissement et à l'inclusion, thématiques réseau et soutien social, thématiques jeunesse. Mais on s'entend, ce n'est pas que cantonné à ces thématiques-là en santé mentale. On a plein d'autres thèmes qu'on aimerait développer. Donc, on va aller chercher le savoir expérientiel, l'expertise clinique et théorique auprès de nos futurs formateurs. Et donc, on a développé cette formation des formateurs et on leur apporte aussi tout le soutien dans le développement de leur formation parce que j'aime bien dire, ce n'est pas parce qu'on offre des formations gratuites que nos formations ne doivent pas être de qualité. Donc, comme vous le voyez, donc on offre une grande variété de formations et puis petit à petit, chaque année, on va essayer d'en rajouter quelques-unes à notre catalogue. Donc voilà pour ce qui est un petit peu de la variété de ce qu'on offre au centre d'apprentissage. Je vais vous mettre à l'écran un petit bilan de nos activités pour vous faire une idée de ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc, si on voit la première colonne, on a déjà fait 99 formations qui ont été données. Donc, comme le mentionnait Mireille, on a donné très peu de formations en présentiel parce que la pandémie est arrivée. Donc, au moment de la pandémie, on a dû transférer en fait toutes nos formations qui étaient prévues en présentiel en format en ligne, ce qui a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est qu'on va chercher du monde qui est réparti un petit peu partout dans la province ou même à l'extérieur de la province, voire en Europe, comme je le mentionnais. Ça, c'est l'avantage. Le désavantage, c'est on a peut-être au niveau du non-verbal, la socialisation, quand on fait une pause, boire son café, découvrir d'autres personnes, c'est moins évident en ligne, mais on a développé plein de stratégies pour justement rendre nos formations très participatives et très actives. On a eu 1662 inscriptions. Ça ne veut pas dire que ces 1662 personnes ont suivi les formations, parce que comme nos formations sont gratuites, il y a toujours, et ça c'est à chaque session, on a des gens qui se sont inscrits mais qui ne se présentent pas. Peut-être parce que c'est gratuit, il peut y avoir un imprévu et autres. Bien qu'on demande aux gens de nous avertir, il y a toujours des gens qui ne se présentent pas. Et du coup, si je regarde le nombre de places occupées, on a eu 1266 places occupées sur ces 1662 inscriptions. Si on regarde le taux de participation, donc le taux de participation, c'est une moyenne que j'ai faite pour chaque session, donc de 76%. Et le taux de satisfaction, comment on a récupéré cette donnée-là, en fait, à la fin de chaque formation, à la dernière séance de chaque formation, on transmet à nos apprenants un sondage de satisfaction qui se remplit très rapidement. Et puis, à partir de là, ça nous permet d'avoir un portrait, en fait, pour nos formateurs, mais aussi d'avoir un portrait du taux de satisfaction global de nos apprenants. Puis, celui-ci est de 89,3%. Puis, je voudrais mentionner, parce que je ne sais pas si Mireille, on l'a mentionné, mais nos formations sont d'une durée totale de 6 heures, en fait, répartis en fait sur 3 semaines. Donc, c'est 2 heures fois 3 semaines, puis ça fait un total de 6 heures. Et puis, en fait, pour nos apprenants, on travaille très fort avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Tous nos apprenants reçoivent automatiquement, dès qu'ils ont suivi les 3 séances de formation, une attestation d'unité d'éducation continue. Donc, c'est pour certaines personnes qui
qui appartiennent à des ordres, ça leur fait des heures de formation qui sont validées auprès de leur ordre, mais aussi ça montre qu'on a participé à une formation selon sa situation, en fait. Donc ça, c'est des choses qu'on offre au centre d'apprentissage. Puis on prévoit de développer, en fait, des petits cursus pour obtenir des petites certifications. Bref, c'est des projets qui sont en réflexion, mais qu'on a bien envie de mettre en place, en fait. Je laisse la parole à Mireille pour vous donner quelques paroles d'apprenants, en fait. Oui, alors ce sont, comme Agnès l'expliquait, il y a des sondages qui sont effectués après chaque formation. Donc, ces commentaires-là sont issus des sondages parce qu'il y a une zone de commentaires que les gens peuvent nous laisser après les différentes questions. Donc, ce qui a été relevé, entre autres, c'est que le format des formations offre des opportunités d'échanger et favorise la participation de tous. On note que les apprentissages réalisés au cours des séances de formation leur sont utiles aux apprenants, que ce sont des échanges riches et porteurs d'espoir, que le savoir expérientiel est pris en compte, la mixité des apprenants est appréciée de nos apprenants et tout le monde est sur un pied d'égalité. Donc, on voit que les principes fondamentaux ressortent dans les commentaires, ce qui est très positif. Et deux citations, que c'est vraiment du verbatim. Alors, je trouve que le format de partage est très intéressant. Je me suis sentie très incluse. J'avais l'impression d'avoir ma place et j'ai pu apprendre des autres. Alors, on aime ça, hein? Et moi, je suis séduite par cette formule-là du partage des savoirs, de cette façon de transmettre des connaissances, hein, parce qu'on parlait que ce n'est pas du top-down, on n'est pas là, les deux experts, les formateurs qui transmettent leur savoir, mais plutôt on est là pour accompagner, on propose des choses et ensuite on enrichit les savoirs. Et la personne dit, ben ça me donne envie de suivre d'autres formations, c'est exactement ce qu'on veut. On est content quand ils disent ça. Puis, je vais rebondir ce que tu dis, parce que là, on vous met des paroles d'apprenants qui sont positives, mais on a aussi dans notre sondage des points qui sont améliorés. Puis, je vous dirais, de manière générale, ce qui ressort souvent, nos formateurs ne sont pas des techniciens en technologie, donc ça se peut que des fois, on ait des petits problèmes de technologie. Donc, je vais vous dire, la majorité des commentaires seraient là. L'autre majorité des commentaires, c'est qu'on ne donne pas, avant la formation, tous nos PowerPoint, tous nos documents. Parce que justement, il y a beaucoup de choses qu'on va construire pendant la formation, puis on n'enregistre pas nos formations parce qu'elles n'ont pas leur sens, parce que c'est vraiment la construction à partir des savoirs de chacun. Comme je le disais, c'est des formations pas comme les autres, c'est très participatif. Donc, ça n'a pas la même valeur si on remet les choses soit avant la formation, puis du coup, les gens sont en train de prendre des notes, puis ils ne participent pas, ou voilà, quoi. C'est ça. C'est juste que ça, c'est les points qui ressortent le plus. Aussi, ce qui ressort comme point, mais ça vient plus du côté de nos cliniciens qui aimeraient des fois qu'on pousse un peu plus loin la théorie dans nos formations. On s'entend que le centre d'apprentissage est quelque chose de très récent, qu'on est au tout début du développement de notre catalogue de formations. On a déjà à peu près une quinzaine de formations qu'on est prêt à offrir. Et on est conscient de ça, on est conscient qu'on va aller développer des modules 2 dans plusieurs de nos formations, en fait, pour pousser, en fait, pour aller répondre à ce besoin-là qui est plus, en fait, un besoin de nos cliniciens, mais que je suis certaine comblera le besoin, en fait, d'autres apprenants. Donc, on va aller pousser le développement de formation, la théorie ou les outils qu'on pourrait proposer sur certaines de nos formations. On a déjà pas mal de matériel aussi. J'ai envie d'ajouter à ce que tu dis, Agnès. En fait, il ne faut jamais oublier, comme tu l'as dit tantôt, c'est 6 heures. Hein? 6 heures, ça passe très, très vite. Alors, si on veut l'équilibre des partages de théorie, savoir, clinique, expérientiel, c'est sûr que c'est un modèle qui est différent. Voilà. Exact. Donc, on va avancer un petit peu, puis vous parler un petit peu des résultats de la recherche. Donc, comme on l'a mentionné, nous sommes suivis par une équipe de chercheurs qui est le CERIS, en fait. Et c'est eux qui nous ont donné un petit peu ces résultats-là sur qu'est-ce qu'ils constatent. Donc, en fait, à chaque session de formation, on demande tout à fait de manière bénévole à nos apprenants s'ils veulent participer à une étude de recherche. Donc, ça, c'est la première recherche qui a été qui est terminée puisqu'ils ont pu nous donner ces résultats-là, mais ils sont déjà dans une autre analyse, en fait. Ils ont commencé une nouvelle recherche plus longitudinale sur nos apprenants. Donc, voilà ce que nous confirment les résultats, en fait, c'est qu'on a une amélioration du niveau d'anxiété qui est observé, que les apprenants vont activer des stratégies d'autorégulation et d'autogestion
qu'il y aura une amélioration du pouvoir d'agir, qu'on observe des changements en matière d'autodivulgation et de recherche d'aide, et aussi des changements dans les attitudes anti-stigma. Aussi, qu'est-ce qu'on va, si on va plus spécifiquement, c'est vrai, et on le constate, je le constate quand je procède aux inscriptions, au suivi des inscriptions des personnes qui viennent aux formations, la majorité des apprenants sont des femmes, pour l'instant 88%. On aimerait beaucoup, beaucoup aller chercher des œuvres, donc développer des formations en lien avec des thématiques peut-être plus masculines. L'âge moyen des gens qui participent à nos formations est de 40 ans. La plupart détiennent un haut niveau de scolarité. Plus de 50% des personnes qui assistent à nos formations ont un niveau universitaire. La moitié a reçu un diagnostic de maladie mentale au cours de sa vie, donc 51%. 24% sont des professionnels de la santé. 23% des gestionnaires du personnel administratif des réseaux de la santé ou de l'éducation. 13% des étudiants du niveau collégial ou universitaire. 12% des personnes vivant actuellement avec une maladie mentale ou chronique, 8% des intervenants en milieu communautaire, 5% des proches aidants et 15% d'autres citoyens. Donc, ça vous fait un portrait de nos apprenants. Et le CASR a fait donc une recherche plus... en fait, le CERIS a fait une recherche plus pointue en ce qui concerne le CASR. Donc, à se rappeler que c'est sur un format des formations qui est en ligne et d'une durée totale de 6 heures. En fait, les résultats de l'étude pilote soutiennent des retombées sur plusieurs déterminants sociaux de la santé mentale. Donc, qu'est-ce qu'on constate avec le CASR? C'est qu'il y a une amélioration de la littératie en santé mentale, une consolidation de la résilience individuelle et de la capacité d'adaptation, une activation d'habitudes de vie, donc c'est-à-dire d'avoir des stratégies d'autogestion et des comportements favorables à la santé mentale. On constate qu'il y a une augmentation du sentiment d'efficacité personnelle, une réduction des préjugés, des stigmas et des injustices épistémiques. Et puis, on constate qu'il va y avoir une adoption d'aptitudes et de pratiques qui vont soutenir la primauté et l'autodétermination de la personne et le mieux vivre ensemble. Voilà. Toutes nos références d'auteurs sont notées en bas de notre PowerPoint. Si vous voulez plus d'informations, ça serait d'aller chercher ces recherches-là, où là, c'est vraiment très, très détaillé. Je laisse la parole. Je pense que ça se termine comme ça. Alors, Exact, c'est vrai. N'est-ce pas? Alors, Exact. on espère que vous avez apprécié. Pour des gens qui voudraient nous joindre, vous avez l'adresse courriel d'Agnès et également, vous avez l'adresse de notre site web, santérétablissement.com. Si vous voulez en savoir plus, vous inscrire à une formation ou peut-être éventuellement devenir formateur, alors là, il faudrait s'adresser plus à Agnès.